Chapitre 9. Un autre départ. Munie de son cornet, Solène écrit au chocolat noir sur un parchemin en pâte d'amande. Joyeux anniversaire, Lucas. Placé sur un gâteau aux fraises, puis réparti dans un immaculé nuage blanc de gourmandise. Le sucre glace sur les fruits rouges. D'un souffle de passion, Solène disperse du creux de sa main une pincée de paillettes dorées sur le gâteau qu'elle dépose dans une boîte, avant de la refermer pour sa cliente. « Voilà Myriam, tout est bon. Il est à présent magique, dit-elle en souriant. « Je pourrais en témoigner, affirme la maman. Merci Solène. » Un gâteau magique de plus pour la pâtissière de Genêt. Solène officie au sein d'une petite brigade dans la boulangerie du village avec sa sœur Clarisse, cette dernière s'occupant davantage de la partie boutique. La clientèle ne désemplit pas. Tous s'empressent de pêcher honteusement par gourmandise aux religieuses, opéras, trianons, éclairs, tropéziennes et autres tartes, gâteaux et biscuits de la jolie rousse, enchanteresse des recettes ensorcelantes, reine aux yeux verts des palais sucrés. Solène apprécie ces moments de confection de gâteaux d'anniversaire. En imaginant ses enfants s'en délecter jusqu'à la dernière cuillère, accompagnant leur journée particulière de son savoir-faire. Avec patience et minutie, toutes les étapes sont élaborées avant tout par amour de son travail qui la maintient à flot. Solène, 34 ans, déjà maman, supporte l'échec récent de son tout premier mariage, pourtant à l'étape de préparation. Le retour sur ses pas s'avère difficile après tant de projections. Mais Clarisse, sa sœur de 5 ans son aînée, divorcée avec un enfant, la soutient dans cette épreuve qu'elle vit plutôt bien. Bon, alors, je disais quoi, moi? Ah oui, le mec hier. Il me ramène chez lui, et là, la nuit de folie. Oui, ok, j'ai compris. Interrompt Solène en plein battage d'œufs. Et donc, tu vas le revoir? Tu vas lui présenter ta gamine? C'est quoi la suite? Bah attends, j'en sais rien. Oh, c'est un peu tôt. Mais ça fait pas 10 fois que tu le vois? Si, mais tranquille. Et toi, tu t'y mets quand? Tu t'es inscrite sur le site que je t'ai dit? T'as des contacts? Un peu, oui. Ça commence. Et donc, tu t'actives un peu? C'est un peu tôt. Un peu tôt? Non, je peux pas entendre ça. J'ai l'impression d'être une mendiante. Mais bon. T'as 34 piges, ta gamine grandit, la boutique se porte à merveille. Luc était un énorme connard, faut bouger. Allez, action! Insiste la jolie brune. Il va pas frapper à ta porte tout seul comme un grand. Oh, ça va, je vais pas les enchaîner non plus. Tu sais, faut partir à l'aventure. Parfois c'est plus simple qu'on ne le pense. Et puis, tu vois avec le temps. Ouais. En plus, elle est chez son père, ta gamine. Tout le mois, comme la mienne. T'as du temps. Occupe-toi un peu de toi. Ouais. Je vais me pencher dessus. Tiens, au fait, dit Clarisse en montrant son téléphone. Les dernières photos de la petite à l'océan avec son père. On dirait toi au même âge, c'est fou. Les mêmes cheveux bruns, les mêmes yeux bleus. Moi aussi j'en ai, regarde, dit Solène en montrant son téléphone. Oh là là, c'est pareil. On reconnaît la frimousse. Elle a pas pris tes jolis cheveux, c'est dommage, dit-elle en caressant la longue et épaisse chevelure rousse de sa sœur. Mais elle est tellement mignonne, la petite Lulu, blondinette comme les blés. Elles se ressemblent toutes les deux, c'est dingue. Oui, et je crois que ça commence à les énerver, c'est assez drôle, fait remarquer Solène. La sonnette de la porte retentit. Clarisse quitte l'atelier de l'arrière-salle. Solène se concentre à nouveau, s'hypnotisant dans les serpentins circulaires de crème chantilly qu'elle trace, par amour pour son métier, par amour pour sa fille Lily, sur un nouveau gâteau à destination encore inconnue. Fin de journée. Solène rentre chez elle par son trajet habituel, véritable rituel de voyage dans le temps. Elle quitte la place de Genêt, concentrant en une poignée de mètres carrés tout ce dont le village a besoin. Collée à la boulangerie, une agence immobilière, et de l'autre côté, une supérette en prolongement d'une route qui mène à la poste et aux fleuristes qu'une compagnie d'assurance sépare d'un institut de beauté. En face, une pharmacie qui côtoie le buraliste. La boucherie lui fait face. Voisin d'un salon de coiffure, puis un retoucheur pressing. Plus bas, une banque collée à un bar-restaurant.
La plupart sont là depuis plus de 30 ans, à vieillir à mesure que les enfants du village ont grandi. Solène passe près des écoles. À son époque, la partie CP-CE1 était à un endroit, la partie CE2 jusqu'au CM2 à un autre, juste à côté, dans une ancienne école où l'on séparait jadis filles et garçons, ce qui, par la suite, donna lieu à une immense cour de récréation. Solène n'y a fait qu'1 an, son CE2 à 8 ans. Habitante de la ville voisine de Neuville-sur-Saône, elle a été gardée par sa grand-mère, ici, à Genêt, quand leur maman est tombée malade. Leur père, travaillant trop, ne pouvait s'occuper des 2 fillettes en semaine. Clarisse était déjà au collège. Alors c'est ici, dans ces murs rénovés depuis, qu'elle a passé son année. Solène habite le village à présent dans un appartement, avec sa maman occupant désormais la maison de sa grand-mère, non loin d'ici, et sa sœur, proche voisine de rue. Sa petite Lily a suivi son parcours en allant dans cette même école, avec parfois le même instituteur. Les joies du présent effacent souvent les tracas du passé. La nostalgie des lieux perdure, dans ce village qu'elle connaît sur le bout des doigts, où elle ne manque de rien, à part d'évasion. Et dans les pas de la devise ghanatène, « De peur je n'ai », inscrite en vieux français sur les murs du hall des sports, Solène avance. Ce soir, l'envie de réfléchir sur son sort et de subir sa vie n'est pas invitée à sa table. Solène, un repas sur le pouce, assise dans son salon au milieu des photos de Lily, sa petite blonde aux yeux bleus, toute menue au visage d'ange, grandissant au gré des clichés accrochés sur le mur. Clarisse a raison. Un ressaisissement s'impose. Armée de son téléphone et de son application relative au site de rencontre, recommandée par sa propre sœur, elle consulte ses messages. Surtout celui d'un certain Armand. Car la secrète Solène a omis de dire à Clarisse « Mademoiselle a un admirateur ». Elle échange avec lui pratiquement depuis son inscription sur le site. Si Clarisse l'avait su, l'interrogatoire aurait été insupportable. Armand a de la conversation. Il est poli et il est très beau. Il semble chercher plus sérieux qu'un plan d'un soir auprès de Solène, dont il connaît pourtant la situation après de longues discussions tardives à cœur ouvert par chat interposé. Solène engage le premier pas d'une invitation in real life, comme c'est le terme. En semaine paraît judicieux, donnant une raison toute trouvée d'une brève rencontre précédant d'un jour travaillé pour la pâtissière. Avec grand plaisir, Armand accepte de boire un verre dès demain, vendredi, avec la jolie rousse. Mais l'espiègle Solène, passant toute sa journée du vendredi avec un rictus, ricanant à chaque remarque de sa sœur sur son air rayonnant et suspect, n'aura au final pas empêché l'interrogatoire sur ses projets à court terme, ni à Clarisse de s'imposer comme conseillère vestimentaire, mais surtout comportementale, pour ce soir. 2 femmes, 2 trentenaires, 2 mères, 2 célibataires, 2 sœurs, 2 profils sur un site de rencontre donnent la puissance de la tension mêlée à l'excitation du moment à apprêter ensemble la jolie rousse. À l'heure dite, l'élégante Solène, incroyablement belle dans sa robe verte qu'un maquillage parfait sépare de ses yeux émeraudes, dévoilant de sa peau blanche juste ce qu'il faut à un inconnu prétendant, ondule sa fine silhouette coiffée de sa flamboyante chevelure, en direction du lieu de rendez-vous, un bar-restaurant de Villefranche, à quelques kilomètres. Solène, assise au bar, s'amuse de la situation. Un bon moyen de dédramatiser tout en attendant ce bel inconnu prénommé Armand, avec lequel elle converse via de simples messages, comme une adolescente. C'est rajeunissant. De son dernier SMS, il part à l'instant, après un léger retard. Venant de Lyon, une bonne demi-heure par l'autoroute les sépare. Alors, Solène patiente. 45 minutes. Armand n'arrive toujours pas. Solène entame son 2e verre de pina colada. Un petit problème sur la route, mais en chemin, témoigne le SMS reçu. Une main se pose alors sur son épaule. « Salut toi !» lui dit-on. « Oh, Cédric ! Quel hasard, comment vas-tu ?» dit-elle en se levant pour l'embrasser. « Mais super !» lui répond-il, content de la voir. « Quelle surprise, t'as la forme !»« Super. Je ne te vois plus, dis donc. Et on habite dans la même ville en plus, c'est fou. » « Oui, je sais, j'étais un peu occupé, » dit-il en se tournant vers une jolie jeune fille. « Je te présente Mélinda. »« Mélinda ?
c'est Solène, une amie d'enfance avec qui je sortais de temps en temps. Bonjour, enchantée. Bonjour, répond la grande et souriante belle blonde. Eh bien, si on m'avait dit ça, c'est cool, dit Solène à Cédric. Et ça fait combien de temps? Oh, quelques semaines. C'est pour ça que je faisais un peu le mort, désolée. Ah, mais pas de souci, je suis contente. Et toi? Enfin, tu vois quoi? Demande Cédric, conscient d'un sujet épineux. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Bon, on va s'asseoir. On se passe un coup de fil, un de ces quatre, histoire de discuter. Ça me fera plaisir. Mais oui, bien sûr, sans problème. Bonne soirée, conclut Solène. Bonne soirée. Solène est ravie de cette rencontre avec Cédric, un ami de longue date, avec lequel elle sortait beaucoup avant de rencontrer Luc et de se projeter. Fut un temps, il en pensait pour elle. Il semble trouver son équilibre avec cette femme, fort jolie en plus. Une bonne nouvelle la confortant dans ses résolutions. Il faut avancer. Voilà 2 heures que Solène attend au bar. Armand ne répond pas. Peut-être est-il arrivé un malheur? Ou a-t-il menti, sans partir de chez lui, bloqué par un hypothétique travail ou une hypothétique femme? Solène prend ses affaires, décidée à rentrer. Un petit coucou à Cédric au passage avant de passer la porte. Clarisse demeure impuissante au sort de Solène, silencieuse, qui enchaîne croissants, éclairs, macarons, tartelettes. Solène reste professionnelle, confectionnant à la perfection ses pâtisseries, mises en boutique dans la seconde à destination de clients connus ou inconnus. Lequel va où? Qui va acheter quoi? Est-ce pour offrir? La magique loterie gourmande ne doit pas cesser son chaotique ballet d'errante pâtisserie, quoi qu'il arrive. SMS de Cédric. La rencontre d'hier l'a beaucoup touchée. Solène paraissait triste, esselée, au bar. Restant discrète, elle affirme que tout va bien. Ce qu'il ne croit pas une seule seconde, il insiste pour la voir. Disponible en fin d'après-midi. 18h. Cédric sonne à la porte de Solène, libérée plus tôt de son travail. Contente de cette amicale visite, enfin, elle en saura davantage sur cette fameuse Mélinda et rattraper le temps perdu avec son ami, lequel lui a, en toute honnêteté, bien manqué. Cela lui changera les idées, autour d'un café tout chaud servi dans le salon. Alors raconte. Mélinda qui, quoi? Comment? Qu'est-ce? Je veux tout savoir, ordonne-t-elle. Oh, tu sais, du classique. La copine de la copine d'un copain lors d'une soirée. On a sympathisé. Rien de bien sorcier, quoi. Ça s'est fait naturellement. Elle fait quoi dans la vie? Elle est pharmacienne. Eh bien, je suis fière de toi. Et ça roule? On s'emballe pas, c'est encore frais. On s'installe tranquillement. Je ne te vois même plus à Genève. Ça bosse dur? Arrête, j'ai pas 5 minutes. Et puis les week-ends maintenant, soit je me pose peinard, soit on sort. Puis avec ce qui t'est arrivé avec l'autre con là, j'ai pas trop voulu... Enfin, tu vois quoi. Oui, non, mais t'inquiète, pas de soucis. Et ça va? Enfin, je veux dire, c'était quoi le plan d'hier? Dépourvue d'histoires aussi positives dans sa vie à raconter à son ami Cédric, qu'elle-même repoussa pour accepter la main qui allait lui crever le cœur et la plonger indirectement dans cette situation, Solène demeure partagée entre une telle déception et la honte de vivre pareille humiliation sous ses yeux au restaurant. Une confession la soulagera, avec l'espoir d'une indulgence dans le jugement de Cédric. Ben... c'est compliqué. Ah bon? En fait, j'avais rendez-vous avec un mec. Ah, ok, dit-il intéressé. Super, un mec de soirée? Une connaissance? Non, un mec sur le net. Ah oui, bien, ça marche aussi. D'accord, et donc? Bah, il est jamais venu. Non, tu déconnes. C'est pour ça que t'es parti? Mais il était même pas 21h. Je me suis dit que t'allais ailleurs, retrouver des copines. Enfin bon, j'ai pas spéculé 107 ans dessus, mais non. Oh, sérieux, l'enfoiré. Bah ouais. Première fois que je fais ça, je suis verte. Putain, l'a lu quoi. Ah, c'est un bâtard. Il t'a pas filé de nouvelles après? Non. C'est super pour la confiance, ça. Franchement, c'est exagéré.
Mais Solène éclate en sanglots. Les bonnes intentions dans cette démarche font place à sa solitude. Et tout remonte à présent. L'échec de son mariage, le manque de sa fille Lily, les vaines tentatives de sa combative sœur Clarisse pour la soutenir, ainsi que l'extrême compassion de Cédric la serrant fort dans ses bras pour étouffer ses pleurs. « Hé !» dit-il en lui relevant le visage pour regarder ses jolis yeux verts humides. « T'es une super nana de ouf. Tu vas te relever. Moi, j'ai confiance en toi. On se connaît depuis longtemps. Je sais de quoi tu es capable. » Merci. C'est gentil. Tu sais, t'es une super nana. Désolée. Je suis désolée. Murmure Solène, en pensant au mal qu'elle a pu lui faire, allant confier sa vie au bras d'un homme qui ne la méritait pas, au détriment de Cédric, répondant encore présent malgré tous les bons virages que prend sa vie. Assise sur le canapé, blottie contre son ami d'enfance Cédric, tel un ange protecteur, se plongeant dans son regard, buvant ses paroles et en se noyant dans ses mots, Solène se laisse immerger par Cédric, qui l'embrasse avec passion, comme pour aspirer le mal qui la ronge. Le souffle intermittent de Solène hésite entre excitation du présent, appréhension du futur proche et suffocation des sanglots à peine passés. Soudain, la sonnette de la porte retentit, interrompant cette étreinte envolée de manière brutale. « Merde. Excuse-moi, je sais pas pourquoi. » balbutie Cédric. Non, on a... T'inquiète, je vais ouvrir. » Solène se lève, fermant la porte du salon, encore sous le coup de ce baiser passionné, autant qu'inattendu. Elle ouvre machinalement celle de l'entrée. Derrière, une petite fille d'une dizaine d'années, accompagnée, qu'elle ne s'attendait pas à voir. « Lily ? » ?»« Non, Elisabeth. Je te l'ai dit 100 fois. Bonjour maman !» dit-elle en rentrant chez Solène. « Mais t'es pas avec ton père ? Et tes cheveux ? Cette coupe, cette couleur ? Où sont tes beaux cheveux blonds ? » « Bah, j'en avais marre, alors surprise. Ça te plaît le brun ? » demande-t-elle en se recoiffant. « Oui, beaucoup. Mais ta cousine va pas être contente. Attends de la voir en blonde. »« En quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? » ?»« Bon, c'est pas la question. Qu'est-ce que tu fais là ? Et qui est ce jeune homme ? » ?»« Bonjour madame, » dit le timide petit garçon. « Je m'appelle Théo, j'ai 10 ans. »« Bonjour mon petit. Elisabeth, je veux une réponse. » « Viens dans le salon, maman, tu vas halluciner, » dit la petite fille espiègle en ouvrant la porte du salon. « Non, pas le salon, » ordonne la mère. Trop tard. « Ah, t'es là toi aussi, » dit Elisabeth à Cédric, qu'elle n'a jamais apprécié, amie de sa mère de longue date ou pas. « Salut Lily, » dit Cédric. « Ça va à la forme ?»« Bon, viens t'asseoir, maman, » répond-elle. « Bon, je vous laisse 2 secondes, je vais aux toilettes. » dit Cédric en s'éclipsant de l'autre côté. Dans le salon, Solène, sa fille Elisabeth et le petit Théo prennent place sur le canapé. Cela paraît d'une haute importance. Elisabeth doit, en temps normal, rester chez son père pour tout le mois d'août. Ils ne se sont jamais mariés, mais sont restés en bons termes et ont une garde partagée tout à fait amiable. « Maman, mon nouveau super copain Théo a trouvé ça. » Elisabeth sort d'un petit sac à main une curieuse boîte en bois, usée, griffée, mordillée, mais semblant avoir subi un récent nettoyage. À la vue de cette boîte, Solène n'en revient pas. « Mais ce n'est pas possible. Comment... Où l'as-tu trouvé ?» demande-t-elle à Théo. « Sur le terrain devant chez moi, à Neuville. »« Quoi ? À Neuville ? Mais c'est impossible, elle n'est pas censée être à Neuville, cette boîte. » « Elle doit être où ?» demande Elisabeth. « Loin. Très loin de Neuville. »« Tu connais cette boîte, maman ? Vous savez comment l'ouvrir ?» demande Théo. « Oui, je sais. » Les 2 jeunes gens, heureux de cette issue semblant leur retirer un poids énorme, se tapent dans les mains. « Madame, excusez-moi, je dois aller faire pipi. Je peux vous demander d'attendre avant d'ouvrir la boîte, s'il vous plaît ?»« Oui, bien sûr. Mon ami est dans la cuisine, il me semble donc que c'est libre. Vas-y. » Se retrouvant seule avec sa fille l'espace d'un instant, Solène repense à un détail important. C'est... incroyable. Oh, la clé !
Je n'ai pas la clé, Elisabeth, je n'ai pas la clé. Elle est là, dit-elle en montrant déjà son pendentif autour du cou. Tu te souviens, je l'avais prise chez mamie. Ma chérie, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu ne te rappelles pas, mais c'est moi qui te l'ai donnée, en guise de porte-bonheur, dit-elle en fixant la petite clé. Mais au fait, comment tu sais que cette clé fonctionne? Vous n'avez pas ouvert la boîte tout de même? Non, on n'a pas pu. Théo a découvert la serrure en la nettoyant. J'ai essayé avec cette clé, mais son chat nous a fait peur et on a fait tomber la boîte. Du coup, la serrure s'est à nouveau cachée. Rit Solène. Enfin un casse-tête qui te résiste, hein? Tu ne sais pas comment ouvrir la boîte? Non, j'ai pas trouvé. Mais à cet instant, Cédric, en retrait dans la cuisine, se sentant de trop dans cette petite réunion de famille, décide de s'en aller. Il passe par le salon pour dire au revoir, avant de voir à son tour la boîte. « Bon, salut les filles !» dit-il en mettant sa veste. « Moi, je vous laisse discuter. Solène, je... Putain de merde. » Quoi? Non, C'est quoi, ce truc? Bah, tu le sais, non? Répond sèchement Elisabeth. C'est une boîte en bois, ça se voit? Non, attends. Elisabeth, reprend Solène. Cédric, ça va? On dirait que t'as vu un mort. Ah, non, mais... Monsieur Lamiard? Demande Théo qui revient des toilettes. Bonjour. Ah, tiens, le petit Théo. Vous vous connaissez tous les deux? Demande Solène étonnée. Oui, madame, c'est mon voisin du dessus, répond Théo, s'asseyant sur le canapé. Ton voisin du dessus? Mais tu habites où déjà, mon grand? Demande-t-elle, fusillant de ses yeux vers Cédric. Neuville, madame. Le long du chemin de halage. J'ai toujours habité là-bas, avec monsieur Lamiard au-dessus. Et il fait toujours autant de bruit la nuit. J'arrive pas à dormir. Alors t'as 2 appartements? Espèce de... marmonne-t-elle à Cédric. Pendant que tu joues les célibataires endurcis à Genève, t'as une garçonnière à Neuville? Et ça, dit-elle en lui pointant la boîte sous le nez, c'est ton voisin qui la retrouve. C'est un hasard? Je l'avais retrouvée. Je voulais te la donner. Mais je me suis fait cambrioler le mois dernier. Le petit peut pas savoir, parce qu'il était en vacances. Oui, j'étais pas là en juillet. On était dans le sud, confirme Théo. Le mois dernier? Et tu savais que c'était à moi, bien évidemment. Oui, je savais. Et comment? Parce que j'étais là, dans la forêt, quand vous l'avez fermé. Je vous avais suivi. Je m'étais caché. J'ai tout entendu. Je savais que c'était à toi, je voulais te la rendre, et je n'ai pas eu le temps. Il y en a plein des boîtes comme celle-là, reprend la logique Elisabeth. Pas des boîtes où il y a ton nom gravé derrière avec la ville où tu habitais. Solène retourne la boîte et la regarde de près. Cédric ne ment pas. Elle a bien en main sa boîte. Il parle d'une forêt, d'une fermeture à plusieurs. Il a raison. Mais sa prétendue bonne foi vole soudain en éclats sur un détail. Alors, selon toi, cette boîte serait la mienne, parce qu'au dos y serait gravé mon nom et la ville où j'habitais? Oui, je l'ai vu moi-même. Martin Neuville-sur-Saône, en bas au dos. Alors on a un gros problème, Cédric. Car à l'époque, nous n'avions absolument rien gravé nous-mêmes sur cette boîte. Cela change quoi? Ça a été fait après. Certes, mais quand? Puisque comme tu peux le voir, il n'y a rien de clair et de net sur le dos de cette boîte. Et Cédric constate l'usure et autres traces de crocs, voire de griffes, dans un bois sali à peine verni, poli par le temps, ne laissent aucune place à la lecture claire d'un quelconque nom à l'endroit où, manifestement, il aurait été bien écrit. Il y a des traces, oui, mais c'est illisible, précise Solène. C'est le gamin qui... Non, le gamin n'a rien fait, arrête. Il n'y a rien marqué. Je n'ai rien écrit sur cette boîte. Si tu as lu quelque chose, c'est que tu as eu cette boîte dans les mains avant Théo. Regarde son état. Il l'a trouvée dehors, Cédric. On te cambriole, on efface le nom et on la jette à 2 pas de chez toi. C'est ça? Ma maman, elle est trop forte, dit Elisabeth à Théo. Comment et quand tu as eu ça, je n'en sais rien. Mais tu savais très bien ce que tu faisais. Avoue-le, lui murmure-t-elle. T'as toujours voulu m'avoir, depuis le collège. Ça a toujours été ton plan. Et tu es allé jusque-là? Je ne veux plus jamais te voir. Sans un mot, sourire aux lèvres, Cédric regagne la porte,
escortée par Solène, s'assurant qu'il la passe une bonne fois pour toutes. Tu sais, Armand a eu raison de pas venir. T'es sans espoir. Je ne t'ai jamais dit qu'il s'appelait Armand, pauvre con, conclut Solène, ayant compris à qui elle avait affaire à présent. Sa vie nettoyée d'un indésirable de plus, Solène retourne dans le salon, où l'attendent les deux impatients enfants. Il s'agit d'une boîte casse-tête, s'ouvrant suivant une suite de petites manipulations, qu'il faut trouver, puis procéder suivant un ordre précis. Malgré l'usure du bois qui a effacé les petites arabesques sur le dessus, le temps passé dehors encore indéterminé, l'humidité et la sécheresse, lesquelles l'ont fait tantôt gonfler, tantôt rétrécir, espérons qu'elle s'ouvre toujours. Solène s'exécute. La boîte face à elle, elle glisse une grosse lamelle du bas vers la gauche. Cela dégage sur le flanc, en bas à droite de la boîte, une toute petite lamelle qui se retire complètement, laissant apparaître un trou en bas sur toute la longueur de la boîte, devant contenir la clé qu'Elisabeth possède déjà. Puis, elle glisse la grosse lamelle du bas totalement vers la droite, impossible sans la première manipulation, dégageant l'espace pour les petites lamelles d'en face, dont celle du milieu qu'elle glisse vers le bas pour enfin dégager la serrure. Mais Solène n'ouvre pas la boîte. Le lendemain, la nostalgique pâtissière au cœur sucré, écrivant des messages sur ses gâteaux enchantés, dispersés par des boîtes dans une errance magique pour d'anonymes palais hasardeux, patiente avec émotion, accompagnée de sa boîte en bois et d'une petite valise, en gare de Lyon-Pardieu. Car à force de manipulation, cachée là avec soin, en lieu et place de la clé dont elle était la gardienne, s'est détachée une petite carte. L'adresse de la tanière d'un ours attendant une fée. À l'aventure d'une ville inconnue, Solène avance seule pour retrouver le gardien de la boîte, à Paris.